Nous allons conclure par la chirurgie F2M par toujours François-Xavier Madec avec la phalloplastie et la métoidioplastie. Oui, on va aller. Alors, donc, j'ai l'honneur de conclure cette séance sur la chirurgie pour le réseau. Bien évidemment, je vais être filmé, mais mon diaporama ne sera pas retransmis. Chirurgie des hommes trans, l'introduction, on l'a déjà fait. Peut-être toujours cette slide, on voit que quand on est un homme trans, entre guillemets, il y a un petit peu moins de chirurgie. Probablement que le traitement par testostérone, entre guillemets, permet de modifier pas mal de caractères sexuels secondaires. Et donc, il y a un petit peu moins de recours à la chirurgie, entre guillemets, pour appareiller l'apparence avec l'anatomie qui est visible en public. On a des demandes, bien évidemment, pour appareiller l'apparence avec l'anatomie génitale. Et donc, il va y avoir plusieurs choses à faire. Donc, d'emblée, ça va être des chirurgies en étapes. Il va falloir s'occuper de l'utérus, du vagin, et puis après, essayer de créer un pénis et idéalement un pénis fonctionnel. Comme je devais traiter un petit peu toute la chirurgie, j'ai aucune expérience là-dedans, mais j'ai pu faire un petit peu la littérature pour vous montrer quelques photos. Très souvent, les demandes chez les hommes trans, ça va commencer par la torsoplastie. Ça, c'est une demande qui est extrêmement courante, qui survient de façon très précoce. C'est pour ça que dans certains pays européens, ils ont autorisé cette chirurgie-là dès l'âge de 16 ans. Alors que dans les pays, la majorité est à 18 ans. Et donc, il y a ce type de chirurgie qui est réalisée chez les hommes trans. Il y a plus de 93% des hommes trans qui réalisent les mastectomies. Il y a différentes techniques. Je suis absolument pas compétent pour vous les présenter. Je vous ai juste montré des images pour illustrer cette chirurgie. Ensuite, il va y avoir une demande par rapport à la conservation de l'utérus ou pas. On sait qu'il y a une souffrance qui va être importante du fait des règles, que le traitement par testostérone va permettre de les arrêter, mais pas toujours. Et donc, il peut y avoir des demandes de réalisation d'hystérectomie, plus ou moins associées à des ovariectomies, mais faut bien réfléchir sur le plan hormonal si ça doit être associé ou pas. À l'heure actuelle, c'est réalisé, on va dire, de façon relativement classique par celluliochirurgie ou robochirurgie. Il va y avoir la question du vagin et de la vaginectomie. Donc, la vaginectomie, elle est un peu moins demandée parce qu'il faut être un petit peu critique de nos chirurgies aussi. On n'arrive pas forcément à obtenir des pénis qui sont fonctionnels. Et donc, si nos chirurgies sont limitantes là-dessus, on ne peut pas leur dire de ne pas avoir de sexualité alors qu'ils avaient des vagins fonctionnels. Et donc, il y a un petit peu moins de demandes, ou en tout cas, ça rentre dans le cadre d'une discussion beaucoup plus fréquemment que chez les femmes trans, où moi, de mon expérience, j'ai quasiment aucune femme trans qui a demandé une conservation de son pénis. Pas de spécificité particulière pour la vaginectomie, à part qu'à l'heure actuelle, on fait plutôt une mucosectomie vaginale parce que les taux de complications sont moins élevés. On va ensuite parler maintenant des phalloplasties. Le topo aurait pu également s'intituler, je pense, mythe ou réalité. Quand on regarde la littérature, déjà, on n'a que 33% des hommes trans qui optent pour ces chirurgies génitales. C'est pas parce qu'ils ne les souhaitent pas, c'est parce que je pense qu'à l'heure actuelle, chirurgien urologue, même expérimenté, la technique de pénis de remplacement idéale n'est pas encore trouvée et que donc on va pouvoir proposer que des techniques avec des avantages et des inconvénients spécifiques. Moi, quand je vois les patients, je leur demande, voilà, faut essayer de classer vos objectifs. Quels sont vos objectifs? Il faut les prioriser parce que je pourrais pas répondre à toutes vos demandes. Donc, il va falloir voir en fonction de leurs priorités. Et puis, ensuite, on va pouvoir définir la meilleure stratégie. Donc, les priorités, ça va être uriner en position debout, préserver les sensations érogènes et tactiles du clitoris. Est-ce que vous envisagez les rapports sexuels avec des pénétrations? Est-ce que vous souhaitez pénétrer avec la phalloplastie? Est-ce que la taille du pénis est quelque chose d'important? Est-ce que la satisfaction esthétique, c'est quelque chose que vous souhaitez? Quelle est aussi, entre guillemets, les séquelles de cicatrices et de sites d'honneur que vous pouvez assumer? Parce qu'on va voir, pour faire des phalloplasties, on doit prélever du tissu ailleurs dans l'organisme. Donc, ici, ils sont capables, entre guillemets, d'hypothéquer ces séquelles cicatricielles pour faire une phalloplastie, et également le nombre d'interventions qu'ils souhaitent. Voilà.
En fonction, on va orienter avec deux grandes techniques. Donc, la première technique, c'est la métoïdioplastie et les autres techniques, c'est ce qu'on appelle les phalloplasties. Donc, on va commencer par ce schéma, ce petit tableau que je vous ai préparé qui compare un petit peu les deux techniques. Déjà, ce qui est frappant, c'est que bien évidemment, il n'y a aucune des colonnes qui est complètement verte et donc ça va être des choix de chirurgie de compromis. Globalement, la métoïdioplastie, ça va être transformer le clitoris qui a été hypertrophié par le traitement hormonal en micropénis. Donc, pour revenir en position debout, on y arrive. Préservation des sensations érogènes, c'est bien. Les érections, il y en a, mais la taille du pénis formé est trop petit pour la pénétration. La taille du pénis, ça rentre dans la définition des micropénis. Par contre, le point positif, c'est qu'il n'y a pas de cicatrice ni de séquelles de site donneur. Il y a un nombre d'interventions qui est limité, normalement une seule intervention. Il y a moins de complications et en cas d'insatisfaction, on peut éventuellement se proposer secondairement une phalloplastie. Et puis de l'autre côté de la colonne, on a les phalloplasties. Phalloplastie urinée en position debout, j'ai mis en vert, mais je suis pas sûr d'avoir été très honnête. C'est possible, on fait des réparations d'urètre. Bien évidemment, quand on fait 14 cm d'urètre, on a un taux de complication qui est très élevé. Et donc, on n'arrive pas toujours à uriner en position debout, même avec des phalloplasties. Préservation des sensations érogènes, c'est moins bon. On va prendre du tissu d'ailleurs dans le corps qui va pas avoir la même innervation que l'innervation qu'on retrouve au niveau pénien. Au niveau des érections, possible, mais avec un implant pénien. Au niveau de la taille du pénis et de la largeur, en général, on prend des tailles importantes. Donc ça, c'est assez satisfaisant. Satisfaction esthétique, souvent au rendez-vous. Et par contre, ça va imposer des cicatrices et des séquelles de site donneur, un nombre d'interventions qui est plus élevé, des complications aussi qui vont être nombreuses. En cas d'insatisfaction de phalloplastie, alors, j'ai mis plutôt la case en rouge. En tout cas, c'est difficile de faire une métoïdioplastie. On peut éventuellement proposer une deuxième phalloplastie, mais on essaye d'éviter ces situations. Donc, pour revenir à la métoïdioplastie, donc le nom, il est dérivé du grec, qui veut dire vers l'organe génito-masculin. Donc ça, c'est la photo en préopératoire. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le traitement par testostérone, ça hypertrophie. Franchement, le clitoris, c'est bien connu chez les hyperplasies congénitales des surrénales. Donc c'est la principale population intersexes. On a ces hypertrophies clitoridiennes. Donc on a une hypertrophie clitoridienne qui est marquée avec parfois des clitoris qui sont rapportés dans la littérature. En moyenne aux alentours de 5 cm de longueur, mais certains cas avec des clitoris vraiment hypertrophiés jusqu'à 8-9 cm. On essaye en préopératoire parfois d'optimiser les choses en faisant du vacuum et de la traction thérapie pour augmenter la taille du clitoris. Voilà, donc l'intervention va consister bien évidemment à une découdure du clitoris. On va devoir faire un allongement de l'urètre et on utilise ici de la muqueuse vaginale parce que lors de la même intervention, on fait la vaginectomie, mais on ne va pas acheter tout ce tissu qui est de bonne qualité. Donc, on en prend une partie pour faire l'allongement de l'urètre, fermeture du vagin, création d'un scrotum. Et à l'heure actuelle, là, depuis 2 ans, on a des prothèses. Donc, c'est des prothèses, des implants péniens qui sont commercialisés, qui sont sizés spécifiquement pour les corps caverneux du clitoris qu'on va positionner à l'intérieur. Ça ressemble à des chirurgies, on va dire, d'hypospate postérieur. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des chirurgiens pédiatres, mais effectivement, on utilise pas mal de techniques de lambeaux. Donc ici, on fait ce qu'on appelle un peu le premier temps de BRCA avec la muqueuse vaginale. Et puis là, on prend un lambeau cutané qui correspond à des techniques, on va dire, de Honley ou de Duquette pour faire l'allongement urétral. Voilà, ça, c'est un autre schéma post-opératoire. Donc, le résultat est bien, mais on dirait effectivement une verge d'enfant. C'est le problème et on n'arrive pas à obtenir de meilleurs résultats, bien que la fonctionnalité et la lourdeur chirurgicale est moindre pour les métoïdioplastiques, pour les phalloplasties. Simplement, oui, les résultats. Donc, satisfaction esthétique assez élevée aux alentours de 87%. Taille du néopénis, ça varie par rapport à la taille initiale. On arrive en général aux alentours de 5 cm. Donc, ça rentre dans le cadre des micropénis. Sensation érogène quasiment toujours ressentie. Miction possible en position debout la moitié du temps. Ça dépend bien évidemment de la taille initiale. Rapport sexuel pénétrant, il y en a quasiment pas. Et globalement, il y en a 20 à 25% qui demanderont une phalloplastie secondairement.
On va parler maintenant de la phalloplastie. La phalloplastie, donc effectivement, c'est technique. Je rappelle simplement que le pénis est un organe complexe. Il y a bien évidemment une enveloppe, mais il y a également un canal urinaire pour acheminer les urines, l'urètre. Il y a des corps caverneux avec une fonctionnalité érectile. Il y a un aspect de gland et il y a un aspect de scrotum. Donc, il ne suffit pas simplement de faire une enveloppe entre guillemets du pénis, mais il faut pouvoir le rendre fonctionnel. C'est pour ça que les interventions sont systématiquement en étapes. La première étape va consister à faire l'enveloppe du pénis. Globalement, il y a 4 grandes techniques. Pareil que le tableau précédent, vous voyez, il n'y a aucune colonne qui est complètement verte, donc ça va être que des techniques de compromis. La technique la plus fréquemment utilisée, en tout cas dans la littérature, c'est la phalloplastie antébrachale, donc c'est un lambeau chinois avec un prélèvement au niveau de l'avant-bras qui va ensuite être suturé sur les vaisseaux, sur la saphène et puis les vaisseaux épigastriques. Il y a également comme alternative, je vais vous montrer des photos, la phalloplastie avec l'utilisation de la cuisse, donc c'est le lambeau ALT. Il y a la phalloplastie abdominale en utilisant de la peau de proximité. Et puis, il y a le grand dorsal également qu'on utilise en lambeau libre. Donc ça, c'est simplement pour illustrer la phalloplastie abdominale. Donc, on va prélever ici l'avant-bras. L'intérêt de cette technique-là, c'est surtout si on veut faire un urètre bien fonctionnel, parce qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle la technique de tube in a tube, donc du tube dans le tube. C'est-à-dire qu'en prenant le lambeau, on va pouvoir rouler et faire un urètre qui du coup va être mieux vascularisé que les greffes qu'on utilise dans les urétroplasties, et on va pouvoir enrouler entre guillemets le lambeau. On va ensuite aller se suturer sur les vaisseaux périnéaux et on arrive à obtenir ce type de résultat. C'est considéré comme la technique de gold standard à l'heure actuelle. Néanmoins, ça reste une chirurgie lourde qui nécessite plusieurs opérateurs expérimentés lors de cette intervention-là, avec voilà, des séquelles, comme je vous ai montré, potentielles au niveau du prélèvement de l'avant-bras. Alternative à ces techniques, c'est les phalloplasties, on va dire, abdominales. Donc, la phalloplastie abdominale, c'est une technique qui est moins lourde, mais qui va nécessiter plus de chirurgie. Mais à chaque fois, ça va être des chirurgies qui vont être un petit peu plus courtes. Donc, on va prélever ici la peau du ventre. Mais chez les hommes trans qui sont pas très corpulents, il va falloir préalablement à ça mettre des expanseurs au niveau cutané, au niveau sous-cutané, pour pouvoir faire le tube de phalloplastie. Et on arrive à obtenir ce type de résultat. L'avantage de cette technique-là, c'est que c'est fiable, ça nécessite plus d'interventions, globalement 2 à 3 fois plus qu'un lambeau libre. Néanmoins, il y a peu de complications sur ces interventions-là. L'autre intérêt également, c'est l'appareillage de la couleur. C'était moins marqué sur le diaporama précédent, mais quand on prend l'avant-bras, c'est pas exactement la même couleur cutanée qu'au niveau de la région périnéale. Et ça peut être une plainte des patients. Sur les phalloplasties abdominales, la couleur est très proche. Autre option, c'est la phalloplastie de cuisse. Donc, on va prélever ici le lambeau ALT, antéro-latéral de cuisse, qu'on prélève en lambeau pédiculé, en gardant son pédicule, parfois en lambeau libre. Avec ce type de résultat-là, en général, ça donne des phalloplasties qui sont plutôt assez, on dit trapus, comme on le voit sur ces photos. Une fois qu'on a fait la phalloplastie, il va falloir améliorer un petit peu l'aspect esthétique parce que bien évidemment, sur les photos que je vous ai montrées, il n'y a pas de gland et donc il y a quelques chirurgies, on va dire, mineures pour améliorer l'apparence esthétique, l'apparence du gland. Donc, la plus connue, c'est la granuloplastie de Norfolk qui utilise une petite greffe de peau qu'on va mettre juste au niveau coronal pour améliorer l'aspect post-opératoire. Il y a des travaux également qui sont effectués par des tatoueurs à l'heure actuelle pour essayer de donner des apparences cosmétiques meilleures au niveau de la phalloplastie. Ensuite, il va falloir faire l'urètre. Donc, l'urètre, il y a différentes parties. Il y a l'urètre natif qu'on conserve. Il va y avoir l'urètre, entre guillemets, de l'enveloppe pénienne, donc l'urètre de la phalloplastie. Et puis, entre les deux, malheureusement, il y a un gap qu'il va falloir couvrir par une urétroplastie. Donc, on utilise en général à cette étape-là des lambeaux. C'est souvent le lambeau de la petite lèvre interne qu'on utilise pour terminer l'urètre de la phalloplastie. Pour le scrotum, c'est finalement pas forcément très difficile. Les grandes lèvres qu'on n'a pas encore utilisées lors de la reconstruction vont pouvoir être utilisées. Notamment, on va libérer les lambeaux de Marsus qui vont permettre de bien remplir la scrotoplastie et donc de donner des résultats satisfaisants. Si c'est pas suffisant, on peut mettre en place des prothèses testiculaires ultérieurement.
Et puis dernièrement, on va mettre en place un implant pénien parce que pour l'instant, la sexualité n'est pas possible avec les phalloplastiques, je vous ai montré. Donc, on utilise des implants péniens. À l'heure actuelle, il y a des innovations chirurgicales sur les implants péniens, notamment avec la création d'implants spécifiques parce que comme il n'y a pas de corps caverneux, les implants péniens conventionnels qu'on utilise en post-prostatectomie, par exemple, sont pas posables. Et donc, il y a des prothèses spécifiques où on voit que sur la base, on a finalement une plaque métallique qui va permettre de se fixer au pubis comme ceci, une prothèse qui a un monocylindre qui va pouvoir bien s'extendre avec l'extrémité qui va avoir un petit peu une forme de gland également pour améliorer le résultat, et puis un système de pompe et de réservoir. Et donc, quand le patient va vouloir avoir une activité sexuelle, il va bien évidemment appuyer sur la pompe. Ça va vider le réservoir dans les cylindres et ça va permettre d'obtenir une érection, comme sur la photo, comme sur cette dernière photo. Voilà, déjà, lister toutes les techniques était assez long. Lister les complications, vraiment, c'est infini. Il y a des taux de complications qui sont élevés avec les phalloplasties. Au minimum, c'est 30% de complications. En fonction des techniques, on arrive entre 50 et 80% de complications. Quand on réopère ces complications, parce qu'une complication chirurgicale, malheureusement, ça se guérit pas seul. Quand on les réopère, on est face à des taux de complications qui restent élevés, aux alentours de 40%. Et donc, voilà, c'est vraiment une chirurgie assez technique qui n'est pas encore au point, ou en tout cas, où on peut trouver des voies d'amélioration. Par contre, je souhaiterais quand même dire que ce n'est pas parce qu'il y a des complications que la satisfaction n'est pas au rendez-vous. Les patients sont satisfaits qu'on les prenne en charge. Et c'est vraiment la chirurgie chez les personnes trans, c'est vraiment ça. De chouette, entre guillemets, ou en tout cas de gratifiant. C'est parce qu'on a vraiment une reconnaissance par les patients des chirurgies qu'on a faites, même s'il y a des complications. Et les patients sont vraiment très volontaires, on va dire, et même résilients face à ce type de complications. Merci beaucoup. Pour ta concision et ta clarté, et merci de nous avoir montré, et à travers toi, on félicite tous les chirurgiens qui se sont consacrés, qu'ils soient urologues. En général, la majorité, ce sont des urologues, il y a des urologues. Non, il y a principalement, c'est plasticiens et chirurgiens urologues, ouais. En tout cas sur le territoire français. Voilà, il y a quelques gynécologues aussi, mais en France, ça ne s'est pas tellement développé pour le moment. D'accord. Alors, une question désagréable pour finir. Est-ce qu'il y a un risque médico-légal? Et je veux dire par là, est-ce qu'il y a par contre un consentement éclairé de documents qui sont demandés à signer aux patients? C'est un long processus, il peut éventuellement être satisfait, il semblerait que non. Et l'arrêter en cours de chemin, est-ce qu'il y a… Alors, oui, consultation, on va dire classique. Donc, on a bien vu un peu les parcours initiaux. Après, voilà, quand on est lancé dans une phalloplastique, on a annoncé 5 ou 6 procédures. On fait une information à chaque étape, mais pas de façon excessive. En tout cas, moi, dans ma pratique, c'est pas de façon excessive. Le risque médico-légal, je pense qu'il est assez faible. Merci. Parce que je me souviens qu'à un moment, Albert Le Riche, notamment, refusait, s'il n'y avait pas eu changement d'état civil, de les opérer parce que c'était considéré comme une castration et donc juridiquement interdit. Et qu'inversement, les tribunaux ne donnaient pas le changement tant que la chirurgie n'avait pas été faite. Je crois que… Non, mais donc ça, on a vu, c'est plus tout d'actualité. Depuis 2016, c'est complètement arrêté. Si je dois finir peut-être sur les phalloplasties, comme je vous ai montré, il faut quand même qu'on soit raisonnable aussi. Donc, bien évidemment, il y a plusieurs phalloplasties qui ne sont pas complètement fonctionnelles et on peut s'arrêter tout à fait en cours de réalisation de la phalloplastie. On a fait une urétroplastie, 2 urétroplasties, il y a encore des sténoses de l'urètre. On peut aussi dire l'urètre là, malheureusement ça va être trop compliqué et on laisse une urétrostomie périnéale. La phalloplastie sans l'urètre. Voilà, c'est ça. Voilà. La phalloplastie avec l'implant sans l'urètre. Ainsi à ce moment-là. Une question et on finit. Vous avez un peu répondu au tout début, mais est-ce qu'il y a des remords? Alors les retransitions. Alors moi à l'heure actuelle, j'en ai pas l'expérience. Je pense peut-être que Jean Chambry pourrait nous aider
un petit peu sur cette question-là, parce que le remords, c'est pas que le regret, c'est pas que le regret chirurgical, c'est en général plutôt le regret sociétal, hormonal. Je pense que c'est plutôt Jean Chambray qui trouvera les meilleurs mots, surtout qu'il est malheureusement régulièrement exposé à cette question dans l'actualité récente. Oui, alors malheureusement, on n'a pas d'études pour pouvoir donner le pourcentage exact de personnes qui souhaitent, qui regrettent en fait. Moi, sur la cohorte des 200 patients suivis au SIAPA, on a 2 personnes qui regrettent. Ce qui est compliqué, c'est après d'analyser les facteurs de regret. Alors évidemment, moi, la particularité, c'est que c'est des jeunes qu'on a suivis jeunes, qui n'ont pas eu des hormones et une chirurgie rapide. Hein. Ils ont été suivis très longtemps. Ils ont commencé la chirurgie les hormones vers 16 ans et ont eu la chirurgie après être majeurs. Mais ils regrettent. Mais dans les 2 cas, pour un, en tout cas, c'est très vrai, ils ne regrettent pas son parcours en termes d'expression de son identité. Par contre, il ne s'était pas préparé suffisamment à la rencontre avec l'autre dans ce corps particulier. Là, en l'occurrence, c'est deux hommes trans qui regrettent parce que finalement, comme je vous disais, il y a un temps très important consacré à l'énergie de s'affirmer et à apurer la confrontation dans la rencontre avec l'autre pour développer une relation amoureuse, pour développer de la sexualité. Et là, c'est rencontrer quelqu'un qui va pouvoir accepter que tu as tout d'un homme, mais pas tout à fait tout d'un homme, parce que en l'occurrence, c'est 2 personnes qui n'envisagent absolument pas de phalloplastie au regard des complications qu'on a évoquées. Parce que moi, en tout cas, beaucoup de jeunes n'envisagent pas du tout la phalloplastie parce qu'ils ont conscience que les complications sont beaucoup trop importantes. Mais là, ça veut dire aussi, parce qu'il y a un pourcentage de personnes, ce qu'ils rêvent, c'est pas de rester trans. C'est ce qu'ils souhaitent, c'est qu'un jour, ils seront complètement anonymes. On ne parlera plus d'eux en tant que phénomène. Ils seront un homme, une femme. Et pour eux, finalement, dans leur parcours, au moment où c'est plus dur que ce qu'ils pensaient, et certains se disent, bah, finalement, j'ai fait une erreur parce que je ne me sentais pas prêt à vivre ce vécu de différence qu'on me revoit en permanence. C'est pour ça que c'est très compliqué. Il faut vraiment analyser finement. Qu'est-ce qui amène à détransitionner? Est-ce que c'est vraiment un regret ou est-ce que c'est la confrontation sur un regard stigmatisant et une confrontation à l'autre qui ne me permet pas de me sentir accepté? Mais on n'a pas de chiffres. Ce qu'on peut dire, je peux vous donner 2 sur 200 au SIAPA. Et quand on parle avec les équipes, parce que alors moi, je les suis très longtemps, bien que pédopsychiatre, certains ont 25 ans et je continue à avoir des entretiens annuels pour faire le point de comment ils vivent tout ça. Et en fait, dans toutes les équipes, on est plutôt autour de ces chiffres, entre 1 ou 2% de personnes qui regrettent. Merci. Merci beaucoup. Je pense que je rajouterais aussi que le parcours est tellement difficile, ils sont tellement surinformés, la chirurgie a tellement de complications. Je pense qu'aussi c'est quand même un frein pour ceux qui n'ont pas une motivation aussi, une motivation certaine. Mais merci, un gros merci à l'Académie de chirurgie pour cette formidable session sur la question trans, à la fois sur les aspects sociétaux, sur les aspects médicaux, sur les aspects chirurgicaux. Un petit peu de frustration avec la communication de notre collègue plasticienne, je pense, comme vous tous, sur les photos qu'on n'a pas pu voir. Et je laisse maintenant le mot de la fin à notre président. Un mot. Vous avez fait une très très belle séance. Le temps nous a manqué. J'en suis désolé parce que le sujet est évidemment très vaste. Et c'est la première fois qu'on l'abordait dans le cadre de cette académie. Je crois que c'était important de le faire. Et vous l'avez bien fait, porter à la lumière ici cette activité, sa réalité, son contexte et surtout son indispensable organisation et bonne organisation pour être à la hauteur des enjeux. Merci à tous et à toutes. Merci.